Merci d'être resté pour Allo Docteur. Défilé de mode, publicité, photos de magazines, la minceur est partout, au point que près d'un Français sur deux estime avoir du poids à perdre. Mais à l'heure où les régimes sont légion, des voix s'élèvent pour en dénoncer les effets dévastateurs. De plus en plus de nutritionnistes défendent la notion de poids d'équilibre. En clair, nous ne serions pas tous faits pour être minces. Certains d'entre nous seraient même génétiquement programmés pour être en surpoids. Tout cela dépend de certains paramètres et l'excès éventuel de poids est estimé en calculant ce que l'on appelle, on va vous le montrer, l'indice de masse corporelle ou IMC. Regardez ici comment ça se calcule. Voilà, vous prenez votre poids, votre taille et vous mettez le poids en kilos et vous le divisez par la taille en carré. Donc la taille qui multiplie la taille, ça fait des mètres carrés. Et avec ça, vous obtenez un résultat. Et ce qui est important, c'est que ce résultat, donc il y a des normes. Voilà, si vous êtes entre 19 et 25, c'est normal. En dessous, on est dans la maigreur. 25 à 30, on est en surpoids. 30 à 35, c'est l'obésité. Et au-delà, obésité sévère et obésité morbide. Voilà, alors, pour un enfant, eh bien, on a cette courbe. Il faut reporter, vous avez ici l'âge. C'est dans le carnet de santé, ça, c'est courbe de corpulence. Vous avez ici l'indice de masse corporelle et vous allez mettre le chiffre correspondant en fonction de l'âge. Et on doit, vous le voyez, rester dans cette zone qui est bleutée. Si on dépasse au-dessus, on est dans une zone de surpoids. Si on dépasse en dessous, on est dans une zone d'insuffisance pondérale. Et il y a une courbe de corpulence pour les garçons et pour les filles. Voilà, regardez, on va la baisser. Voilà. Vous voyez, là, c'est marqué voilà. Chez les garçons. Est-ce qu'on peut être en surpoids et en bonne santé? Comment reconnaître son poids d'équilibre? Comment réussir à s'assumer quand on est en surpoids? Pour répondre à toutes ces questions, deux spécialistes, le docteur Jean-Philippe Zermati, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste et thérapeute comportementaliste. Et à vos côtés, le docteur Gérard Apfeldorfer, bonjour. Bonjour. Psychiatre, président du le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Et pour témoigner avec nous, Maude Hospital. On prononce le S? Oui. Bonjour Maude. Bonjour. En fait, c'est dès l'enfance que vous avez été en surpoids à la suite d'un choc, en fait, psychologique. Oui, votre père est mort, vous étiez petite. À 2 ans et quelques, en fait, et depuis, j'ai pris un tout petit peu de poids. Oui. Vous avez compensé, quoi. Oui, effectivement. Tout à fait, ouais. Et jusqu'à ma majorité, à peu près, j'avais 8 ou 10 kilos en trop par rapport à ce fameux... ce fameux indice... qui ne sert à rien pour moi concrètement, puisque je ne comprends pas pourquoi on met des chiffres en fait sur un rapport taille-poids, puisque on peut le voir, je crois. On va en parler, vous avez été. Votre mère faisait attention à votre alimentation, à tout ça, pendant quand vous étiez enfant ou pas? Toujours, je suis une adepte des crudités, des légumes, il n'y a pas de sirop, les seuls gâteaux, c'était ma mère qui les faisait, il n'y avait pas de Nutella, il y avait les bonbons à l'extérieur, point barre. Et comment vous avez vécu ça à l'adolescence, à l'école, avec les copains? Injustice totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On me reprochait constamment d'être une personne qui me comporte mal d'un point de vue alimentaire, sanitaire, hygiénique, alors que pas du tout. Pas être sous contrôle, quoi. Voilà. Vous avez même fait des régimes dès l'âge de 6 ans, des régimes alimentaires? En fait, mon premier souvenir personnel date de mes 6 ans. Je me souviens du docteur qui m'a imposé de ne plus manger de bonbons, plus boire de soda et ne plus manger de féculents. Je m'en souviens très bien, mais en discutant avec ma mère, il y a des souvenirs qui datent même d'avant, quand j'étais toute petite, haute comme 3 pommes en fait, où on l'a culpabilisée, elle, de mon état en fait. Bien sûr. Bah, c'est toujours pratique de culpabiliser les mères. On va y revenir parce que vous avez également eu des médicaments qui auraient pu être franchement dangereux. Mais pour revenir sur ce que vous dites, Maude, que vaut cette IMC, on nous demande qu'appelle-t-on poids d'équilibre, comment savoir si c'est notre cas et quelle valeur a cette IMC? Alors le poids d'équilibre, ce serait, on pourrait le définir comme le poids qu'on parviendrait à maintenir, à atteindre et maintenir en respectant simplement les sensations de faim. Voilà. En s'écoutant. En écoutant sa faim. La faim qui est l'expression des besoins du corps, les besoins en calories du corps. Voilà. Donc en étant à l'écoute de ces sensations, on rejoint son poids d'équilibre si jamais on s'en est écarté et on le maintient ensuite. Et alors, cette IMC a quoi comme valeur finalement? C'est des statistiques. Ce sont des valeurs uniquement statistiques par rapport à l'état de santé. Donc quand on se situe dans cet intervalle entre 20 et 25,
C'est là qu'on a la plus grande espérance de vie et le moins de risques de complications liées au surpoids. Dès qu'on s'écarte et qu'on s'élève, ces risques augmentent. Ça veut dire juste que si on est en surpoids, et on y reviendra comme Maud, d'avoir aucun paramètre affecté, avoir des cholestérol normal, une glycémie normale, etc., finalement, ça fait bouger un peu cette courbe, hein, ces chiffres. Ça fait bouger, mais il faut quand même le relativiser beaucoup. On ne peut pas le prendre comme ça, comme une indication absolue. Ça ne tient pas compte de beaucoup de choses. Si on s'en remet simplement à cet indice, un rugbyman est un obèse. Il n'y a pas de distinction entre un homme et une femme. Il n'y a pas la prise en compte d'un facteur extrêmement important qui est la répartition des graisses sur le corps. Selon l'endroit où elle se situe, les risques métaboliques sont complètement différents, ce qui fait qu'on peut tout à fait avoir des personnes en surpoids par rapport à cet indice en parfaite bonne santé. Alors, on va revenir sur la répartition du poids, mais Dr Apfeldorfer, si on écoute la définition que vient nous donner Dr Zermati sur le fait qu'il faut s'écouter finalement le poids d'équilibre, c'est quand on n'a plus faim, hein, il faut manger ce que le corps réclame, et puis s'écouter, on a l'impression que ça met de côté ce qu'on appelle la gourmandise, c'est-à-dire le fait de manger simplement pour le plaisir alors qu'on n'a pas faim. Non, pas du tout. En fait, la gourmandise, c'est une grande qualité. Le vrai gourmand est la personne qui veut avoir le maximum de plaisir en mangeant. Or, quand vous n'avez pas faim, vous avez très peu de plaisir gustatif. Donc le vrai gourmand va s'arranger pour d'abord avoir suffisamment faim quand il mange des bonnes choses, et ensuite s'arrêter suffisamment vite pour ne pas empiéter le plaisir qu'il pourra avoir plus tard quand la faim reviendra. Il n'est pas que gourmand, il est sage, hein, votre gourmand. Absolument. Donc un vrai gourmand est quelqu'un de sage. Alors il faut distinguer quand même le gourmand et le glouton. En France en particulier, parce qu'il y a ce péché de gourmandise, hein, et ça provient d'une mauvaise... le mot de gourmandise a changé de sens au XVIIe siècle. Autrefois, ça voulait dire gloutonnerie, comme en anglais, the sin of gluttony. Maintenant, c'est devenu le plaisir à manger. Alors, on a eu tendance à confondre le plaisir à manger avec un péché, ce qui est une profonde erreur. Et est-ce que le fait, par exemple, de manger lentement permet de suivre ce côté gourmand sans passer au côté effectivement glouton ou Alors, c'est pas la lenteur qui est l'élément important, c'est l'attention. Parce qu'on peut manger lentement en faisant des mots croisés. D'accord. Ça fausse tout. C'est l'attention. Prendre conscience de ce qu'on est en train de manger. Exactement. Et pour répondre, enfin, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, respecter les sensations de faim. Il faut quand même un peu nuancer. C'est globalement les sensations de faim. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'écoute de sa faim ne respecte pas sa faim à 100%. Il peut aussi manger quand il a des émotions, il peut aussi manger par gourmandise, mais globalement, il retombe sur sa faim. Et surtout, il arrête de manger quand il n'a plus faim. Quand il est rassasié, ce qui est un peu différent, mais on ne veut pas rentrer là-dedans. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de souplesse dans le comportement alimentaire. Nous sommes parfaitement capables de manger quand nous n'avons pas faim, ou bien de ne pas manger quand nous avons faim. En fait, donc, c'est pour ça que ça se moyennise, si vous voulez. Hein. Pourquoi est-ce que nous avons cette souplesse? C'est que nous sommes obligés de nous adapter à notre environnement. Il y a des moments où il faut manger parce que la nourriture est là, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans le temps. Et puis, donc là, on va manger beaucoup. Hein. Mais sur la durée, au contraire, si on regarde ça sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on voit qu'il y a une régulation qui se fait et que, en fait, à partir de là, sur la durée, nous avons de plus en plus de mal à désobéir au message de notre corps. Maud, dans tout ce qu'on vient de dire là, vous avez ce poids d'équilibre qui vous parle sûrement plus aujourd'hui que l'IMC qu'on a vu tout à l'heure. Grand Dieu, oui. Bon, vous avez un poids d'équilibre avec lequel vous vivez aujourd'hui, on va en reparler, en pleine harmonie, ou pas? Plus ou moins, moi j'ai pas de problème avec moi personnellement, Ouais. c'est le restant du monde en fait. Enfin vous, en tout cas, votre poids d'équilibre, il est aussi dans votre tête. Et est-ce que vous avez connu ces épisodes de gourmandise ou est-ce que c'était une vraie faim que vous aviez ou par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Le fait de me culpabiliser, de manger à outrance et d'être responsable entièrement et totalement volontairement en fait de mon état m'a poussé par moments à l'adolescence à faire des crises de boulimie que je ne faisais jamais avant. Parce que je me suis dit à un moment donné, après tout, puisqu'à chaque fois que je dois manger quelque chose, même un haricot vert, je devais le peser, même un yaourt, je ne devais pas le manger entièrement. On m'a déjà incendié parce que je mangeais une pomme en entier à 4 heures. On m'a dit que c'était beaucoup trop et que c'était normal que j'étais grosse, parce que le mot est là. Et donc voilà, oui, j'ai eu des comportements un peu bizarres
Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, donc puisqu'on m'accuse de prendre ce plaisir-là, finalement, je vais le prendre. Je vais le prendre, mais à fond. Qu'est-ce qui a fait qu'après, vous avez eu des traitements, y compris de l'isoméride, hein, enfin, vous avez eu tous les traitements de Mediator, enfin, vous avez eu les traitements qu'il fallait là. Isoméride, glucophage. Enfin, tous les traitements qui peuvent être effectivement dangereux. Ouais. Vous avez pris à la fac beaucoup de kilos par stress. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes dit, je vais m'accepter comme je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme beaucoup de gens, je crois que j'ai un seuil de tolérance avec tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit stop. De toute façon, il faut regarder en arrière. J'ai fait des maisons d'enfants diététiques, thermales, des séjours en hôpital, des régimes à 800 calories par jour, à 1200 calories par jour, isoméride. On a tenté de me donner du Sibutral, toutes ces choses étranges. À un moment donné, j'ai dit non, ça fonctionne pas. De toute façon, mon assiette n'est pas gargantuesque. J'ai refusé la chirurgie parce que la chirurgie me fait peur et parce que d'un autre côté, quand je mange quelque chose, j'ai besoin de le savourer. J'ai besoin de couleur, j'ai besoin de saveur. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. Fichez-moi la paix. Est-ce qu'on peut parler de poids d'équilibre? Oui. En regardant Maud aujourd'hui, avec le poids qu'elle a, c'est un équilibre psychologique, un équilibre physique, physiologique ou pas? C'est un équilibre métabolique, vraiment. Il faut bien comprendre. En fait, le poids est régulé comme beaucoup d'autres paramètres, comme la glycémie, comme l'hypertension. Donc en fait, si on prend par exemple une comparaison avec la glycémie d'une personne en bonne santé, ça va être 1 gramme. Mais la glycémie d'un diabétique, elle s'équilibre à 3 grammes. C'est-à-dire que son taux de sucre. C'est-à-dire que tout va être organisé dans l'organisme pour que sa glycémie se maintienne à 3 grammes. Donc ça s'est déréglé, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la glycémie, la valeur de consigne de la glycémie ou oui, d'accord, mais si vous parlez de dérèglement, ça veut dire que Maud, à un moment, était déréglée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, son poids de forme ou d'équilibre est celui qu'elle a aujourd'hui, mais que dans l'enfance, que c'était pas génétiquement programmé. Donc que dans l'enfance, il y a eu quelque chose qui s'est déréglé parce qu'elle aurait dû avoir un poids, je ne vais pas le qualifier de normal, mais plus bas que celui-là. Très juste. Elle avait, dans l'enfance, un poids d'équilibre qui était inférieur à celui qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'enfance, en respectant ses sensations de faim, simplement, son poids d'équilibre était très inférieur à celui qu'elle a aujourd'hui, toujours en respectant ses sensations de faim. D'accord. Puisqu'on parle de s'assumer, on va aller à la Pulp Fashion Week. Ouais, parce que tous les ans à Paris se déroule, vous connaissez? Se déroule. Je suis pas fan. Ah d'accord. Excusez-nous, vous vous retournez juste pendant 2-3 minutes. Se déroule donc la Pulp Fashion Week, une semaine de la mode entièrement consacrée aux femmes rondes. Des dizaines de modèles grande taille internationaux ont fait le déplacement. Parmi elles, la Française Clémentine Dessaut. Longtemps complexée par son poids, elle a finalement fait de ses rondeurs un atout. Nikita Matras et Héloïse Mallet l'ont rencontrée. Avec son mètre 73 et sa taille 44, Clémentine Dessaut est la mannequin ronde la plus célèbre de France. Une jeune femme rayonnante et sensuelle qui assume sans complexe ses rondeurs. Mais avant d'enchaîner les défilés et les séances photos, la jeune femme a longtemps été mal dans sa peau. J'ai toujours, regarde la grosse, gros cul, préparer de manger, toujours essayé de maigrir. J'ai fait des régimes presque, jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait des régimes. Et je me disais toujours que ma vie serait plus belle si j'étais plus mince. Après des années passées à souffrir de son poids, elle quitte la France pour les États-Unis. Une véritable révélation. On m'a jamais considérée grosse là-bas, on m'a jamais regardée bizarrement. On m'a toujours dit que j'avais des super formes, des fesses, machin, sourire. Enfin, le comportement des gens, je pense, et le regard m'a fait me sentir bien. Et du coup, j'ai pris confiance en moi et voilà, maintenant, il m'a fallu en fait partir et revenir pour me sentir bien. Décomplexer les femmes rondes, c'est l'objectif majeur de la Pulp Fashion Week. Cette semaine de la mode version XXL réunit des mannequins grande taille internationaux. De la taille 40 à la taille 56, ces jeunes femmes entendent bien prouver au monde entier que les rondeurs ne sont pas incompatibles avec la mode. Que les créateurs s'intéressent un peu plus aux rondes, c'est ce que souhaitent Pauline et Julie. J'ai fait une taille standard et quand j'ai dépassé la taille 44, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes et que je ne pouvais plus trouver mes vêtements dans les boutiques classiques. À 30 ans, Julie rêvait d'être sexy et tendance. Mais les collections des boutiques grande taille étaient destinées à des femmes plus âgées.
C'est pour lutter contre cette discrimination et cette stigmatisation des rondeurs que les deux sœurs ont lancé leur marque. L'idée, c'est vraiment que les femmes viennent s'habiller dans la même boutique, qu'elles fassent du shopping ensemble et qu'on ne soit pas catalogué, qu'on ne soit pas dans une niche en disant bah voilà, moi je suis ronde, je vais que dans tel magasin et j'ai pas le choix. Et moi je suis dans une taille standard, donc je peux aller où je veux, mais pas avec ma copine ronde. Plus de 70% des Françaises font une taille 40 ou plus. Mais pourtant, dans les rayons, ce sont les tailles 34 à 38 qui sont majoritaires. Preuve que la mode a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce qui vous plaît pas, Maud, dans ce... Alors, ce qui me plaît pas, c'est que, je vais parler de façon un peu familière, en fait, c'est qu'on parle de femmes rondes et on parle pas de femmes grosses. Donc, on parle pas d'obésité, on parle de... Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit, défilé de femmes rondes de la taille 40 à la taille 56, et la taille 40, là, ça fait hurler un peu. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. En fait, Clémentine Dessau est magnifique. Il y en a beaucoup qui sont magnifiques et qui ont participé d'ailleurs à la Pulp. Mais bon, 1m73 pour une taille 44-46, je pense que j'aurais pas eu les complexes, j'aurais pas eu les violences que j'ai subies. Dans la rondeur et pas dans le... Partout, que ce soit à la maison, chez le docteur, à l'école, au travail, j'aurais pas eu autant de discrimination. Clémentine Dessau dit qu'elle est partie aux États-Unis, que ça a été la révélation. Alors, évidemment, là-bas, les gens qui sont en surpoids, il suffit de se promener dans les rues pour en voir. Ouais. Est-ce que vous y avez pensé, vous, à partir dans un pays où on ne regarde pas les gens en surpoids? J'y suis déjà allée, et c'est vrai que le modèle anglo-saxon est beaucoup plus tolérant de prime abord, en fait. On ne va pas vous cataloguer ou vous catégoriser sur un jugement sur pied, mais sur ce que vous pouvez apporter à cette personne. D'ailleurs, c'est aussi ce problème-là qu'il y a la plupart du temps avec les médecins généralistes que j'ai rencontrés, ou spécialistes, du généraliste au gynécologue, à l'endocrinologue, qui jugent sur pied avant d'avoir un quelconque chiffre ou un quelconque passif médical. Docteur Apfeldorfer, vous êtes donc psychiatre. Quel est votre rôle dans cette prise en charge de l'acceptation de soi, d'éventuellement de savoir où se situe le poids d'équilibre? Est-ce qu'on est au-dessus de ce poids d'équilibre ou pas? Comment vous travaillez? Bon, en fait, on travaille sur plusieurs axes. D'une part, sur le comportement alimentaire, parce que ce que disait Maud, par exemple, c'est qu'elle est en restriction cognitive depuis l'âge de 6 ans, ou même avant. Depuis l'âge du biberon. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a mise au régime, et nous, on travaille déjà sur rétablir une alimentation fondée sur les sensations alimentaires, donc une alimentation intuitive. Ensuite, on travaille sur les émotions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en fonction de leurs émotions. Et puis, quand on a déjà fait ce travail-là, on en arrive à quelqu'un qui peut peut-être se rapprocher de son poids d'équilibre. Et ce poids d'équilibre, qui peut être plus bas que le poids auquel la thérapie a commencé, n'est pas forcément le poids qu'elle voudrait faire. La plupart des gens qui démarrent un amaigrissement, voilà, ils voudraient faire un indice de masse corporelle 18. Et peut-être que son poids d'équilibre à cette personne, ça va être 25 ou peut-être 30. Elle était à 40, elle est passée à 30, c'est un gros progrès. Mais 30, c'est son poids d'équilibre. Donc là, il va falloir travailler sur l'acceptation de ce poids. Et nous, on travaille beaucoup en recentrant les gens sur leurs valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut dans leur vie à eux, la peine d'être vécue, quelles sont les choses qui peuvent diriger leur existence, et est-ce qu'ils veulent finalement avoir une vie qui serait totalement centrée sur la perte de poids? Est-ce qu'ils veulent qu'à la fin de leur existence, ils puissent se dire, ben voilà, j'ai passé toute ma vie à faire des régimes, à essayer de perdre du poids? Ou bien est-ce qu'ils veulent se dire, voilà, j'ai réalisé des choses dans ma vie. Il y a des choses qui en ont valu la peine. Pour pouvoir réaliser ces valeurs, les mettre en pratique, eh bien, peut-être qu'il va falloir accepter un certain nombre de désagréments sociaux, puisque nous sommes dans une société qui est extrêmement dure avec les personnes obèses, qui les rejette, qui les fait souffrir. Là, Maud, voilà, on a parlé beaucoup. Et donc, il va falloir s'armer aussi face à ce discours. Alors, on a beaucoup de questions sur le surpoids chez l'enfant. Ma fille de 6 ans est en surpoids. Dans quel cas faut-il envisager un suivi médical? On a bien compris que les enfants aussi peuvent être en surpoids si c'est un poids d'équilibre. Mais voilà, les parents s'inquiètent. Qu'est-ce qu'ils font finalement des parents avec un enfant en surpoids qui subissent ce que vous avez... Alors, je crois qu'il faut déjà peut-être commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est précisément mettre les gens en régime. Mais mettre les... Enfin, ça suffit pas de dire ne les mettez pas au régime. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent plus ce mot de régime, mais ils contraignent l'enfant à être dans une vigilance et une attention constante par rapport à son alimentation. C'est le fameux équilibre alimentaire qui est devenu une obsession. C'est cette espèce de
politiquement, diététiquement correct, le bien manger, voilà, qui nous écarte de nos sensations, précisément de nos sensations de faim et de nos appétits spécifiques, et qui empêche aussi les personnes d'utiliser, les enfants, d'utiliser la nourriture pour faire de la régulation émotionnelle, parce que c'est aussi à ça que ça sert. Et ça conduit à des troubles alimentaires, c'est-à-dire que plus vous mettez de contrôle dans l'alimentation par rapport au poids, et plus vous augmentez les risques de perte de contrôle qui vont se manifester sous forme de grignotage, de compulsion et de boulimie. Donc c'est un petit peu ça, voilà, c'est la première chose à éviter. Maud, juste depuis, est-ce que depuis que vous avez décidé de vous assumer, de vivre comme vous êtes, est-ce que psychologiquement vous avez changé? Est-ce que vous laissez votre charme s'exprimer? Est-ce que du coup le regard des hommes éventuellement a changé? Le regard des hommes a toujours été le même en fait. Moi je ne me prive pas d'exister. Hein. Je ne m'assume pas depuis aujourd'hui, depuis hier. Je m'assume depuis que je suis petite parce que je suis vivante. Que chaque jour que Dieu fait en fait, je dois mettre les pieds par terre. Que chaque jour, chaque nuit, à chaque seconde, c'est moi seule qui assume mon corps. Donc je vois pas pourquoi je vais attendre un moment ou un autre. Donc voilà, ça déjà c'est une chose. Maintenant, le regard des hommes, le fait d'être plus féminine peut-être, ça joue énormément. C'est quelque chose qui a changé quand même. Mais c'est quelque chose qui m'était interdit de fait, puisque dans les magasins, il n'y avait pas ma taille. On ne peut pas faire des procès. On serait aux États-Unis, peut-être que je pourrais faire un procès contre l'État pour ne pas avoir de maillot de bain à ma taille, de jean à ma taille ou autre depuis petite. C'est un problème. Est-ce que, quand Marina dit que vous vous assumez aujourd'hui, c'est le cas, puisque vous venez en plus témoigner, est-ce que vous surveillez quand même aujourd'hui votre poids? C'est-à-dire que vous avez atteint votre poids, on l'a dit tout à l'heure, psychologiquement, physiologiquement, métabolique, d'équilibre. Est-ce que vous faites attention quand même à ne pas prendre ou vous avez jeté votre balance? La balance. Le mot qu'il ne faut pas prononcer. Oui, non, mais tout était axé sur la torture psychologique, en fait. Si je me tue à dire que non, je ne sais pas pourquoi j'en suis là et que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus violent, en fait, il ne faut pas me torturer avec une balance pour peser les aliments ou pour me peser moi. J'ai vécu des prises en charge où, vous savez, on a des machines pour... Des impédancemètres pour mesurer la graisse, l'eau sur les... Chez moi, ça n'a lieu d'être que chez le vétérinaire, en fait. Ces trucs-là, c'est pas possible. Je suis une personne. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous faites attention aujourd'hui à ne pas trop prendre de poids ou est-ce que vous dites c'est comme ça et puis je réponds à la question d'avant déjà. Plus de balance, terminée. Moi, je voudrais la réponse à la question d'après. Évidemment que, en fait, je ne me surveille pas par obligation. Je me surveille naturellement, en fait. Je sens quand je vais bien, quand je vais pas bien, si j'ai mangé trop de ceci, trop de cela, si je ne bois pas assez d'eau, etc. Vous écoutez. Je m'écoute et ça va beaucoup mieux comme ça. Dernière question avec cette question de Jean qui dit: une étude américaine avance que la longévité des enveloppés dépasse celle des minces. Info ou intox? Ça dépend de ce qu'on appelle enveloppé. J'imagine qu'on est dans le petit surpoids. Voilà, petit surpoids, oui. Petit surpoids, oui. En fait, oui, on a décalé un petit peu et jusqu'à 27 d'IMC, on a finalement des espérances de vie qui sont aussi bonnes, quoi. La nouvelle mode des dads, comment ça on appelle ça là? La mode des dads, je ne sais plus quoi, les pères, quand on a un petit... Même des Caprio, voilà. Il est un petit peu boudiné. Oui, enfin bon, la nouvelle mode aux Caprio à d'autres... Ouais, c'est ça, c'est des Caprio quand même. Ça, même avec une petite brioche... Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Un appel à témoins, Michel. Vous avez suivi plusieurs cures de radiothérapie pour soigner un cancer. Venez nous raconter comment vous avez vécu ces séances, quels ont été les effets secondaires. Pour cela, nous contacter au 01 58 88 85 21. Demain, dans le docteur, on répondra à vos questions sur les stomies. Ce sont les gens qui ont des poches qui recueillent soit les urines, soit les selles à la peau. On verra d'où ça vient et comment on s'assume avec ça aussi. Et puis, ce soir, je serai sur France 5 à 20h30 pour Le Monde en face. Encore? Ben oui, encore. Il sera question des arnaques sentimentales sur Internet. Vous verrez que certaines personnes, ils laissent tout leur argent, leur travail, leur vie sociale pour des histoires qui n'existent pas. Et on verra qui se cache derrière ces arnaqueurs. Et qui présente l'émission? C'est moi. Non. Et on vous donnera même des conseils pour éviter de vous faire arnaquer sentimentalement. Je vais regarder ça, tiens. C'est à quelle heure? C'est à 20h35 sur France 5. Vous êtes en prime? Oui. Wow. Bon, bah demain alors. À ce soir, à demain. Au revoir.